Eh ben ça y est, on est en live. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live, donc un peu tard, à 20h15, avec le docteur Samuel Béliard. Bonjour docteur, comment vas-tu? Salut Olivier, ça va très bien et toi? Bah, bien, bien, bien. Donc Samuel est médecin du sport, angiologue. Il est aussi auteur pour la Gazette. D'ailleurs, il nous a distillé un magnifique mini revue de littérature sur les chaussettes de compression. Et Sam aussi, il est responsable du DU Trail à Besançon. Tu peux te présenter un peu plus, Détail? précisément, un peu plus en détail, s'il te Ouais. plaît? Écoute, oui, pas de souci. Pour faire simple, donc en gros, j'ai trois activités, on va dire. Je suis médecin vasculaire de formation, donc angiologue ou médecin vasculaire, hein, c'est le même métier. La nouvelle nomenclature, on va dire, on dit plutôt médecin vasculaire maintenant, mais c'est angiologue. Donc ma pratique quotidienne, ma pratique clinique, c'est ça, c'est l'exploration des vaisseaux, des artères, des veines. Médecine du Ah, sport. ouais. Et donc, ça, c'est une partie aussi de mon activité, de l'exploration du sportif, principalement à l'effort. Tout ce qui est test d'effort chez les cyclistes, les trailers, notamment dans notre région franc-comtoise, on a pas mal de trailers, donc on fait des choses sur le tapis, sur le vélo, et voilà, des tests à l'effort principalement pour voilà, explorer les capacités des sportifs. Et puis, une troisième chose que je fais, c'est qu'en fait, j'ai fait une thèse de sciences à la fac de sport de Besançon. Et donc, dans cette thèse de science, c'était justement sur la thématique des veines et de l'activité sportive. Donc, par ce biais-là, je fais un peu d'enseignement et de recherche, principalement chez le sportif, dans le cadre des adaptations vasculaires, soit, on va dire, sport santé, donc plutôt le patient qui va se mettre dans de l'activité et voir ce que ça donne sur ses vaisseaux, soit au contraire sur le versant performance avec le sportif qui a des adaptations du fait de ses heures d'entraînement et donc des choses un petit peu spécifiques par rapport à ça. Et donc, je rebondis aussi là-dessus par rapport au DU Trail. C'est une des activités dans le cadre de l'enseignement et de la recherche. C'est vrai que donc moi, je suis sur Besançon, je travaille sur Dole, et dans nos coins, on fait pas mal de trails. Et donc, on a voulu se lancer dans un DU Trail, donc dans un diplôme universitaire où on met le trailer au centre et on regarde tout ce qui peut se passer autour de lui, que ce soit le versant physiologie, préparation, que ce soit le versant podologie, le versant kiné, le versant médecine, le versant entraînement. Et on a la chance d'avoir pas mal de très très bons experts très pointus dans tous ces domaines-là, de l'entraînement, de la prépa physique, de la prépa mentale. Enfin, on a un super plateau, donc on a pas mal de succès au niveau des étudiants et c'est hyper intéressant parce qu'on a des étudiants de 4 filières. En fait, on a des étudiants qui viennent de STAPS pour vraiment chercher le côté entraînement, physio, prépa physique, etc. On a des étudiants qui viennent de podologie, des étudiants qui viennent de kiné et des étudiants qui viennent de médecine. Donc, on a une promo qui se répartit comme ça et donc ça donne des échanges vraiment intéressants et constructifs. Donc, c'est passionnant. Ouais, le multidisciplinaire, c'est extraordinaire. Donc, ce soir, tu vas nous présenter quoi, Et docteur je Sam? voulais vous faire un petit topo sur justement des choses qu'on a étudiées pas mal sur la fac de Besançon, qu'on essaie de mettre en pratique avec nos patients et nos sportifs sur Dole. C'est donc le lien entre les veines et l'activité physique, en essayant de se placer un petit peu sur toute la panoplie entre le patient chez qui on va vraiment essayer d'intégrer un peu d'activité physique, plus ou moins spécifique à la maladie veineuse, et puis aller voir aussi nos sportifs, notamment nos sportifs intensifs, trailers, triathlètes, cyclistes, et voir chez eux, chez des gens qui vont faire 8, 10, 15, 20 heures de sport par semaine, comment réagissent un peu les veines des membres inférieurs. Donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. C'est pas un cours, hein, l'idée c'est vraiment qu'on échange un petit peu et Oui, puis qu'on aborde ce sujet-là ensemble pour voir un petit peu ce qu'on connaît. Finalement, on va voir pas grand-chose et puis surtout ce qui reste à aller chercher un petit peu dans ces domaines-là. tout à fait. Alors, pour une meilleure compréhension des internautes, tu vas présenter donc en mode conférence ton PowerPoint. Mhm. Je vous laisserai poser vos questions sur Facebook et on y répondra juste après. Ok. Donc, est-ce que Tu peux ça, mettre. ouais, est-ce que ça passe? Voilà. C'est tout bon, tu peux y aller. On peut y aller. Eh ben, À c'est vous. parti. Bon, donc voilà, hein, l'idée c'est
de poser vos stylos. Le but, c'est vraiment pas de faire un cours, c'est plus de voilà d'aborder un petit peu des notions. Donc là, j'ai remis un petit peu de l'introduction, ce que je vous disais, mes différentes affiliations en médecine du sport, en médecine vasculaire et puis à l'université. L'idée, donc en fait, c'est quoi? C'est de se rendre compte que la maladie veineuse, ou en tout cas le lien entre les veines et l'activité physique, il est mal connu. En tout cas, il y a des choses qu'on sait. Donc là, si vous avez en ordonnée sur ce graphique la prévalence des varices, donc le risque de faire des varices, de développer une maladie veineuse, et puis en abscisse, vous avez la quantité d'activité physique. Il y a des choses qu'on connaît, c'est-à-dire que si on est tout proche là sur la gauche, quand on est dans le cadre de la sédentarité, en tout cas du manque d'activité physique, on augmente notre risque d'avoir des varices. Ça, c'est reconnu dans la littérature. Il y a bien entendu d'autres facteurs de risque de la maladie veineuse. L'hérédité est le principal facteur de risque au niveau des varices. Si vous avez un parent qui est atteint de varices, vous avez 50% de risque de développer vous-même des varices. Et si vous avez deux de vos parents qui ont des varices, vous êtes à quasiment 70%. Donc, l'hérédité est un facteur de risque majeur. Il y a aussi le nombre de grossesses chez les femmes. Il y a aussi d'autres pathologies qui peuvent favoriser ça, notamment les personnes qui auraient eu des antécédents de maladies thromboemboliques veineuses, par exemple. Mais si on isole, on va dire, la notion d'activité physique, voilà ce qu'on sait, c'est que si on n'en fait pas assez, la sédentarité, qui va être liée plus ou moins à l'obésité et des tissus cutanés qui sont un petit peu qui manquent un peu de tonus, eh ben on favorise l'apparition de la maladie veineuse. Donc quand je dis maladie veineuse, en fait ça reprend toute la panoplie qui va des simples symptômes de jambes lourdes, de démangeaisons, etc., jusqu'à l'extrême qui est l'ulcère variqueux, l'ulcère veineux. Et entre ça, on a les varices, on a l'œdème et on a les troubles trophiques, ce qu'on appelle, donc c'est la peau qui commence à se colorer, qui commence à s'abîmer du fait du mauvais retour veineux. Donc voilà, sédentarité, ça va favoriser tout ça. C'est pour ça qu'on a tendance à encourager l'activité physique, en tout cas. On encourage les gens à marcher, à nager, à pédaler, à faire de l'aquagym, de l'aquabiking ou toutes ces choses-là pour essayer justement de stimuler le retour veineux, de lutter contre ce qu'on appelle l'hypertension veineuse, c'est-à-dire de lutter contre le fait qu'il y ait trop de pression au niveau des membres inférieurs. Et donc ça va protéger un petit peu du développement des varices. Donc bien entendu, c'est au long cours, hein, c'est pas une semaine de sport protège des varices, mais c'est une activité physique régulière va plutôt protéger les personnes contre les varices. Et puis l'autre bout de la courbe, et c'est l'activité physique intensive. Et la question qu'on se pose et que j'aborderai dans une deuxième petite partie, c'est qu'est-ce que fait l'activité physique intensive? Est-ce qu'on n'aurait pas cette espèce de courbe en U, c'est-à-dire pas assez de sport égale risque de varice et trop de sport égale également risque de varice? On verra pourquoi on se pose cette question et puis on va essayer de voir si dans la littérature on a la réponse. Voilà, donc on va essayer d'aborder dans un premier temps, en gros, le patient qui a une maladie veineuse, qu'est-ce qu'on peut lui conseiller, qu'est-ce qu'on peut lui dire en lien avec l'activité physique, et puis après on verra le sportif. Donc je vous montre là très rapidement ces deux mémoires qui ont été présentées l'année dernière que j'ai encadrées, un à la fac de sport, sur le lien justement, c'est une revue de littérature sur le lien entre l'activité physique adaptée et la maladie veineuse chronique, quels sont les effets de l'activité physique adaptée sur la maladie veineuse chronique, et puis un autre mémoire qui était également une revue de littérature sur les effets de l'éducation thérapeutique du patient. Donc là, c'est une vision encore plus globale, c'est-à-dire rendre le patient acteur de sa maladie, c'est-à-dire lui expliquer vraiment les tenants, les aboutissants de sa maladie chronique et voir à partir de ça, donc ça se fait souvent dans des cures thermales ou dans des centres un peu spécialisés, en lui disant voilà ta maladie, voilà ce que c'est, voilà ce que tu peux en faire et comment changer tes habitudes de vie pour améliorer un peu les symptômes d'une part et puis freiner un peu l'évolution de la maladie veineuse. Donc ces deux mémoires-là ont été menées par deux étudiantes et ils avaient pour objectif de nous donner, nous, des pistes pour concrètement, à nos patients qui ont une maladie veineuse chronique, qu'est-ce qu'on pouvait leur conseiller, qu'est-ce qu'on pouvait leur dire. Et donc les résultats étaient intéressants. Ils nous montraient tout d'abord que le fait de faire une éducation thérapeutique, j'ai envie de dire comme toujours dans le cadre d'une maladie chronique, était intéressant, bien entendu. Un patient qui connaît mieux sa maladie, qui comprend pourquoi on lui donne tel et tel conseil vis-à-vis de la compression, vis-à-vis de l'activité, vis-à-vis de surélever les jambes, va forcément mieux se prendre en main et donc aura moins de complications, moins de risques d'ulcères, etc. Donc il y avait un vrai effet positif sur l'éducation thérapeutique. Ça pose problème dans le sens où, quand on veut mettre en place un programme d'éducation thérapeutique, actuellement, l'ARS ne nous suit pas.
parce que la maladie veineuse chronique, c'est une maladie chronique, c'est la définition. Par contre, c'est pas une ALD, c'est-à-dire que c'est pas une affection longue durée. Et donc, il y a moins d'argent de ce côté-là. Et donc, on se retrouve un peu bloqué parce qu'on sait que ça marche, mais on n'a pas forcément les moyens humains, matériels à mettre en face. Donc ça, c'est un problème, mais en tout cas, on sait que ça marche. Et puis, de l'autre côté, donc le versant activité physique réellement, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, en fait, on a aussi des données scientifiques assez intéressantes sur le fait que faire marcher un individu, faire fonctionner son mollet, faire fonctionner sa cheville, donc lutter contre ce qu'on appelle l'ankylose de cheville, c'est-à-dire avoir une cheville qui est bien mobile, avoir un mollet qui est bien trophique, qui fonctionne correctement. Et puis, j'y viens aussi à avoir un pied qui est également bien tonique. C'est intéressant dans le cadre de la prévention de l'évolution péjorative de la maladie veineuse chronique et dans le cadre, en fait, de soulager les symptômes des patients. Je vous ai mis quelques petits schémas là. On a des schémas d'anatomie, donc ça, je vais vraiment pas entrer dans les détails, mais c'est pour vous dire qu'il y a un réseau veineux superficiel, un réseau veineux profond, et ces deux réseaux veineux sont améliorés par le fait de bouger, parce que le fait de faire des mouvements musculaires dans des enveloppes, dans des aponevroses, c'est efficace pour pomper, pour drainer le sang et donc pour lutter contre l'hyperpression. Et puis après, je voulais faire une petite aparté, une petite parenthèse sur la marche. Et on en discutera ensuite avec toi, Olivier, et puis avec les collègues podologues qui pourront peut-être intervenir. C'est quel peut être le rôle vraiment du pied dans le retour veineux. Nous, je vous présente notre point de vue de médecin vasculaire et puis on pourra échanger là-dessus. Clairement, quand on a un patient, donc on va lui dire de marcher, ça c'est sûr, parce qu'on sait que le fait d'écraser le pied, toutes les petites veines qui sont en dessous du pied, qui sont parfois résumées comme étant un lac veineux, en fait, c'est pas vraiment ça. On a ce qu'on appelle la semelle plantaire de Lejars. C'était une définition anatomique de tout ce qu'il y a de veineux sous le pied, mais c'est un petit peu un résumé un peu facile. Il y a en fait un réseau veineux superficiel et un réseau veineux profond qui se drainent avec des vaisseaux à proprement parler. Bref, l'idée c'est de se dire que quand on marche, quand on écrase, quand le pied vient s'écraser contre le sol, eh ben il appuie sur ses veines et donc il initie le retour veineux en envoyant du sang veineux en direction du cœur, en tout cas en direction du mollet, puis après ça va être pris en charge pour remonter. Donc ça c'est une première chose, clairement, le fait de faire des pas successifs va aider au retour veineux. La question et l'interrogation que nous on a, c'est aussi de voir si finalement la musculature, on va dire intrinsèque du pied, c'est-à-dire ces petits muscles qui sont sous la voûte plantaire, les petits muscles interosseux, etc. Est-ce que eux, ils n'auraient pas une rééducation un peu spécifique pour aider au retour veineux, pour aider à initier le retour veineux? On sait que ça marche très bien avec le mollet. C'est pour ça que la plupart des activités sportives sont dédiées au mollet, la marche, le vélo elliptique, etc. C'est pour redonner du muscle, de la trophicité au mollet, parce que le mollet, c'est considéré comme la pompe veineuse périphérique. C'est vraiment faut imaginer une genre d'éponge qui se remplit de sang quand on est debout en position statique, et quand on contracte le mollet, quand on se met sur la pointe des pieds, on va vraiment aider et initier le retour veineux. Donc le mollet, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Le fait que la cheville soit bien mobile, ben, ça va avec le mollet. Hein. Le mollet sert à mobiliser, à faire des flexions plantaires ou des flexions dorsales. Donc évidemment, ça marche. Et on pourra peut-être discuter un petit peu du rôle du pied, ce rôle un peu, on va dire, passif, de se dire quand on écrase le pied, il se passe quelque chose, et peut-être aussi le rôle un peu actif de comment on peut rééduquer ou éduquer le pied pour qu'il soit encore plus efficace. Je vous ai mis une petite référence bibliographique qui évaluait justement le rôle des chaussettes de compression dans le cadre du retour veineux. Donc ça, c'est quelque chose qui est admis en médecine vasculaire. C'est vraiment un des mots, et c'est pour ça aussi que l'éducation thérapeutique est importante, c'est réussir à convaincre le patient que le fait de porter des chaussettes de compression va être intéressant pour lui, et donc il va falloir une bonne observance, et c'est pas forcément évident. Hein. Vous savez tous le regard qu'on peut avoir sur les chaussettes, on appelle ça même des chaussettes de contention. On imagine un truc un peu moche, un peu orange, comme avaient nos grands-mères. En fait, il y a beaucoup de progrès là-dessus, mais ça, il faut vraiment l'expliquer aux patients. Et puis, le fait, quand on voit, nous, sur notre patient qui est debout sur notre escabeau de phlébologie, il est un petit peu plus haut, on a une vue directe sur ses pieds, et là, on voit des fois des pieds plats, des pieds creux. Alors, on est loin d'être expert, hein, mais on se rend compte qu'il y a probablement un trouble de la statique plantaire. Dans ce cas-là, on a, en tout cas j'espère qu'on a tous à peu près le réflexe d'envoyer le patient chez le podologue. Et donc là, ce sera intéressant de discuter avec vous. Est-ce qu'il y a juste une prise en charge avec des orthèses, des semelles qui vont aider à faire que le pied s'écrase mieux, on va dire, sur le sol, ou en tout cas que la surface de contact soit la plus adaptée possible pour initier le retour veineux? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle à jouer sur cette rééducation du pied? En tout cas, cet article, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que
les chaussettes de compression de manière isolée, les semelles orthopédiques de manière isolée, et encore plus l'association des deux, l'effet synergique des deux, c'est-à-dire chaussettes de compression plus sport de semelles orthopédiques, de semelles en tout cas qui vont améliorer la pose du pied, vont avoir un effet intéressant sur les symptômes de la maladie veineuse chronique et sur la qualité de vie. Donc ça, c'était vraiment intéressant de le relever. Et après, on pourra discuter éventuellement de ce côté rééducation du pied qui n'est pas du tout connu en STAPS. On a fait justement la revue de littérature avec une étudiante en STAPS qui, elle, a regardé le côté très mouvement musculaire, bouger les jambes, les pieds, mais on n'a pas trop cette spécificité de la rééducation du pied. Voilà pour la première partie que je voulais un petit peu aborder. Et puis après, l'autre versant de la courbe, donc je vous disais, l'autre versant, c'est le sportif intensif. Et vous voyez que la question qu'on se pose de savoir si c'est pas pathologique de faire trop de sport ou de faire un sport à haute intensité et avec un gros volume dans la semaine, c'est pas récent. On voit que cette phrase là, elle date de 1820. C'est un chirurgien de l'armée de Napoléon qui disait l'inertie autant que l'activité physique excessive se rejoignent pour produire un effet identique, à savoir la varice. Donc, ce chirurgien, il avait déjà repéré, entre guillemets, que chez des sujets plutôt jeunes, plutôt sains a priori, c'est-à-dire des soldats, des militaires, qui étaient amenés à faire une activité intensive parce qu'ils faisaient des campagnes à marcher pendant des heures et des jours, etc., il avait l'impression que cette suractivité, cette sursollicitation du réseau veineux superficiel avait tendance à le faire dégénérer, à le rendre pathologique et donc à faire des varices. Donc, pour essayer de répondre à cette question, on a mis en place une étude. Vous pouvez trouver les résultats préliminaires sur la revue Phlébologie. C'est encore une fois des résultats préliminaires, mais on est en train de terminer l'étude qu'on avait appelée donc Varisport. Et cette étude Varisport, je vais vous présenter très rapidement le design et puis les résultats qu'on a trouvés. Donc le design, c'était très simple. C'était comparer deux groupes. On avait 120 sujets dans chaque groupe. Le premier groupe, c'est un groupe de personnes sportifs intensifs. Donc on avait mis un petit curseur parce qu'il fallait bien déterminer et mettre un cut-off. On s'était basé sur ce que nous proposait la Société française de médecine du sport, qui disait qu'au-delà de 8 heures d'activité, au-dessus on va dire d'un niveau d'essoufflement, c'est-à-dire au-dessus du SV1 au moins, donc des gens qui une activité sportive où on court, où on pédale, où on nage, donc des gens qui font plus de 8 heures de ces sports-là, donc triathlon, course à pied, tous les sports co, etc., plus de 8 heures par semaine sont considérés comme des sportifs intensifs. Donc, on a pris 120 personnes sportives intensifs, donc des hommes et des femmes. Et puis, on a fait un groupe contrôle. On a fait ce qu'on appelle un appariement. Donc, pour rendre les groupes comparables, on a pris des gens du même sexe, du même âge, du même nombre de grossesses pour les femmes, et puis du même IMC. Donc, on a pris en compte aussi le poids et la taille pour avoir deux groupes qui soient comparables. Mais les gens du groupe contrôle, la différence, c'est que eux, ils faisaient moins de 8 heures d'activité physique par semaine. À ces deux groupes, on leur a fait deux choses simples également. La première chose, c'était évaluer les symptômes, c'est-à-dire qu'on demandait à ces 240 personnes, est-ce que vous avez des symptômes qui peuvent avoir un lien avec la maladie veineuse chronique, c'est-à-dire est-ce que vous avez les jambes lourdes, est-ce que vous avez des démangeaisons, est-ce que vous avez une sensation de chaleur au niveau des jambes. Bref, on avait des questionnaires spécifiques sur la maladie veineuse et sur ses symptômes. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on les a fait se mettre en position debout sur ce qu'on appelle un escabeau de phlébologie, donc debout un peu surélevé. Et on a utilisé notre échographie Doppler pour regarder la taille de leur vaisseau. On a regardé leurs veines, les veines profondes et les veines superficielles, et on a regardé si ces veines étaient continentes ou non. Qu'est-ce que ça veut dire continent ou pas continent? Une veine qui est normale, qui n'est pas malade, elle a des petites valvules qui empêchent le sang de redescendre au niveau des pieds. C'est-à-dire que le sang doit aller dans un sens uniquement, c'est le sens des pieds vers le cœur, de la périphérie vers le côté central, vers le cœur. Et donc ces valvules, elles empêchent le sang de redescendre. Sauf que quand on a des varices, eh ben, ces valvules, elles sont abîmées, ou elles sont dilatées, ou elles sont disloquées. Toujours est-il qu'on a ce qu'on appelle un reflux. Donc le sang, quand le mollet pompe, par exemple, eh ben, il monte en direction du cœur, mais le fait que la petite valvule soit abîmée, ben, ce sang va avoir tendance à redescendre au niveau des chevilles, au niveau des pieds, et c'est ça qui va donner tous les symptômes qui sont liés à ce que je vous disais tout à l'heure qu'on appelle l'hyperpression veineuse, c'est-à-dire les jambes lourdes, mal dans les jambes, de l'œdème, des veines qui se dilatent, qui sont les varices, etc. Donc on a regardé ces deux choses-là, avez-vous des symptômes, oui ou non? Et ensuite, on regarde avec notre Doppler quelle est la taille de vos vaisseaux et on regarde si ces vaisseaux sont continents, c'est-à-dire si les valvules fonctionnent ou pas.
Et donc, pour finir, je vous présente les résultats préliminaires qu'on a retrouvés, qu'on a publiés donc, dans Phlébologie, qu'on avait présenté également au congrès de la Société française de médecine de l'exercice et du sport. C'était qu'en fait, les sportifs intensifs, donc le groupe de personnes qui étaient à plus de 8 heures par semaine, avaient plus de varices que leurs homologues du groupe contrôle. Si on se base sur la définition d'une varice, qui est la définition, on va dire, normale, c'est-à-dire une veine qui fait plus de 3 mm et qui a une valvule qui est abîmée, c'est-à-dire qu'il y a un reflux. Donc, en prenant ce caractère-là, cette caractéristique-là, veine dilatée avec un reflux, il y en avait plus dans le groupe de nos sportifs intensifs par rapport au groupe contrôle. Si on regarde cette fois-ci uniquement le calibre, sans s'intéresser aux valvules, on regardait le calibre des veines au niveau des membres inférieurs dans le réseau profond et dans le réseau superficiel. Là encore, le groupe de sportifs intensifs avait des veines plus grosses que les veines des patients, des sujets du groupe contrôle. Donc ça s'explique assez bien, hein. Il y a une vraie sursollicitation, un hyperdébit un petit peu régulier lié à l'activité sportive, et donc les veines, pour s'adapter, elles se dilatent. Là où c'est intéressant et où on peut s'interroger sur est-ce que réellement les varices qu'on a mises en évidence chez ces sportifs sont des vraies varices, entre guillemets, ou est-ce que c'est pas juste une adaptation physiologique de l'activité, c'est qu'en fait, quand on interrogeait sur les symptômes, on n'avait pas plus de patients ou de sportifs, ou de sujets qui avaient des symptômes dans le groupe sportif intensif que dans l'autre groupe. Donc en résumé, ce que semble nous montrer cette étude, qui était donc faite sur 240 sujets, c'est que les sportifs intensifs ont des veines plus dilatées, que ce soit dans le réseau profond ou dans le réseau superficiel, qu'elles sont plus régulièrement incontinentes, donc les valvules sont plus facilement abîmées chez nos sportifs intensifs par rapport à nos sujets contrôle. Par contre, on n'a pas plus de symptômes. Donc, est-ce que ces veines dilatées avec un peu de reflux sont réellement pathologiques? On se pose la question, et c'est un petit peu sur ça qu'on débouche à la fin de notre étude. Et donc, on va voir, là, on a vraiment fini d'affiner les groupes. On va publier la fin de l'étude. On verra un peu par rapport à ça. Et la question sous-jacente, c'est de se dire, est-ce que il faut rentrer les varices des sportifs, oui ou non, si finalement, ils n'ont pas de symptômes? Voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Je ne t'entends pas. Voilà, je remets le micro. Oui, merci Sam pour ce topo, c'était super, c'était très intéressant parce qu'on a toujours tous dans nos cabinets des patients qui nous parlent ou même des amis, des connaissances, parce que quand on court, quand on fait du sport, est-ce que c'est grave ou pas nos varices? Donc voilà, tu nous donnes une première pierre à l'édifice. Donc voilà, est-ce que du coup le port de chaussettes de compression, de contention, pourrait être intéressant ou pas? Alors, il y a des études qui se sont un petit peu intéressées à ça. Le souci de ces études-là, c'est qu'elles sont pas du tout, elles sont pas prospectives. Donc, en fait, ce qu'il faudrait pour pouvoir répondre à ça, c'est vraiment une étude où on prend des sujets un jour J, on en met un groupe qu'on laisse sans chaussettes de compression, et puis un groupe qui en porte, et on voit si ça se développe ou pas. Et des études aussi robustes qui permettraient de dire ça, une vraie étude prospective qui regarderait ça, on n'en a pas. Par contre, on va dire qu'on est plus dans du bon sens et dans de la déduction. Clairement, chez un sujet sportif qui va avoir une activité plus ou moins intensive et donc et qui va présenter des symptômes, clairement, on va se rapprocher des recommandations qu'on a pour les patients. On sait que son activité va être plutôt bénéfique pour lui, même s'il y a peut-être faut peut-être pas qu'il aille dans de l'intensif, mais en tout cas une activité, on va lui conseiller et clairement, on lui dira de porter les chaussettes. En récup, c'est sûr, parce que là, on a vraiment des effets assez intéressants sur le côté drainant, etc. Pendant l'effort, on se pose la question, parce que pendant l'effort, finalement, la pression qui est exercée par nos mollets quand ils se contractent et qu'on est en train de courir, elle est largement supérieure à la pression qui est exercée par un petit bout de tissu qui est autour de la jambe. Donc, est-ce que réellement la chaussette pendant l'effort a un effet vasculaire? On peut s'interroger là-dessus et les études ont un petit peu des doutes là-dessus. Ça fera sans doute pas de mal, donc si le sujet se sent plus ou moins rassuré par ça, on va pas l'empêcher de le faire, mais on va plus le conseiller en récup où là on a plus de données scientifiques par rapport à ça. Pendant l'effort, peut-être, on ne sait pas trop. Ouais, parce que c'est pas du tout en plus les mêmes types de compression entre la chaussette d'effort et la chaussette de récup. Tout à fait. Il y a des. Alors, on trouve de tout. Ce que je mettais un petit peu dans la revue de littérature, c'est que c'est hyper hétérogène ce qui est vendu sur le plan médecine sportive, notamment et contrairement à ce qu'on voit dans
dans les chaussettes de compression dédiées à la maladie veineuse, là, on a des classes de compression. On a la classe 1, la classe 2, la classe 3, la classe 4. Et en face de ça, on met des maladies. Et si on a une maladie veineuse au stade C2, C3, enfin voilà, par exemple, les varices, on sait qu'il faut de la classe 2 pour lutter contre ça. Dans la médecine du sport, enfin dans la compression dédiée au sport, ça c'est complètement flou. Hein. Tu prends une boîte, tu ne sais pas du tout si c'est en classe 1, classe 2, classe 3. Et puis en plus, comme tu dis, il y a des profils différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, chez mon sportif, je vais essayer d'aller jouer sur le mollet. Donc ils ont mis des profils, ce qu'on appelle progressifs, une pression maximale sur le mollet, et puis un peu moins en cheville, un peu moins au niveau du genou. Alors qu'il y en a d'autres qui se sont dit, on va garder l'habituel profil dégressif, c'est-à-dire on met le maximum au niveau de la cheville, et puis vu que le but est de faire remonter le sang vers le cœur, et ben on met beaucoup en bas, et puis plus on remonte, plus on est décroissant. Et donc on trouve un petit peu de tout. Pendant l'effort, ce qui semble être le mieux toléré par le sportif, c'est vraiment la compression progressive, c'est-à-dire on met le paquet sur le mollet, et on essaie de booster le mollet, c'est un petit peu le slogan d'une certaine marque d'ailleurs. Mais voilà, pendant l'effort, il n'y a pas grand-chose qui sort pour l'instant. Vite fait, une petite question. Quand tu mets une compression au mollet et une compression sur la cuisse, est-ce que ça peut pas créer un œdème au niveau du genou? C'est juste Encore une fois, en fait, on pourrait se dire qu'il y en a un qui va peut-être faire un peu garrot et puis que la zone qui sera pas comprimée entre les deux va peut-être être un peu embêtée. Si on faisait ça au repos ou en statique complet, tu as une infirmière de bloc et tu lui mets 2 étages de compression pendant toute la journée, elle serait sans doute pas très bien au niveau du pied et pas très bien au niveau du genou parce que manque de mouvement, etc. Chez nos ultra-trailers qui vont mettre aussi de la compression en cheville, en cuisse, pardon, parce qu'ils ont l'impression que ça maintient la cuisse, que ça limite un petit peu les micro-traumatismes, les mouvements, etc. Du fait qu'ils sont en mouvement permanent, ils courent, ils pompent, ils font marcher leurs mollets, leurs cuisses, et donc on a très peu ce constat-là d'avoir on va dire un œdème un petit peu qui viendrait se coincer à cet endroit-là. En gros, soit le sportif ne tolère plus la chaussette, ou le manchon, on va appeler ça un manchon parce que globalement c'est pas une chaussette. Donc soit il tolère plus le manchon et là il le baisse parce qu'il a une impression d'être un petit peu à l'étroit à l'intérieur, soit il le tolère très bien et il y a peu de plaintes, ni de plaintes, il y a de l'œdème juste au niveau des malléoles, ni au niveau des genoux. On le voit pas trop parce que encore une fois on est dans du dynamique et le drainage se fait comme ça. Alors pour en revenir, tu parlais de baisser la chaussette, donc le manchon de compression sur les chevilles. Nous, on en voit beaucoup, notamment donc, sur l'UTMB. Donc, je m'occupe de l'UTMB avec beaucoup d'amis qui regardent. Ouais. Et on voit beaucoup trop de sportifs baisser leur manchon sur les malléoles. Et ça fait un effet garrot. Ah oui, par contre, là, on est d'accord. Hein. Et là, c'est catastrophique. Ah ben, c'est vraiment le principe pour le coup du bandage. Quand on fait des bandes de compression pour les patients qui ont des ulcères, selon la pression qu'on veut appliquer, le nombre de tours de spire qu'on fait, on multiplie la pression à chaque fois. Et donc ça, les patients ne comprennent pas toujours. Ils nous disent « Ah ben je comprends pas, ma chaussette, parce qu'elle a été mal mesurée ou parce qu'ils ont trop remonté. Vu que ça remonte trop, ils se font un petit tourlet, là. Ils se font un bord-côte qui est doublé, voire triplé. Et là, en effet, on a un vrai effet garrot parce que on n'est plus sur une pression à 20 mm de mercure, mais on est sur une pression à 20 mm de mercure qui est repliée 3-4 fois. Et quand on est à la cheville, il y a même un certain nombre de tours, et là, ça peut faire pour le coup, une pression très importante, et donc on isole le pied qui se draine moins bien, et donc on peut arriver à de l'œdème, des douleurs, à des choses un peu pas top, clairement. Ok, ouais, d'accord. Question. Donc, avez-vous étudié d'autres veines que le membre inférieur, donc membre sup, modification systémique, ou seulement locale dans le sport? Alors, nous, on s'est plutôt intéressé aux membres inférieurs, clairement, parce que on a très peu de plaintes. En fait, le membre supérieur, il y a une seule chose qui peut gêner sur le plan du membre supérieur, c'est plus le versant thrombose. Et donc là, on n'est plus sur une problématique de veine qui se dilate, etc. On est plutôt sur une problématique de veine qui est comprimée. On voit ça chez notamment, par exemple, quand on a des développements musculaires trop importants, on a des syndromes du défilé ou des choses comme ça. Et là, la problématique est un peu différente, c'est-à-dire qu'on bloque le retour veineux du membre supérieur. Et donc, non seulement on a des veines qui vont être plus ou moins dilatées, mais c'est moins grave. On n'aura pas d'œdème du membre sup. On va par contre avoir une thrombose. Et là, c'est un vrai problème parce qu'il va falloir aller faire un traitement curatif, mettre des anticoagulants, mettre des manchons au long cours et aller voir ce qui se passe à ce niveau-là. Par contre, on n'a pas de plainte clinique de sportifs, mis à part qu'ils peuvent avoir des veines très apparentes parce que un tissu adipeux peut développer, parce que les gens sont très affûtés chez les sportifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit dans mon petit topo, mais qui est et que tu as un petit peu soulevé. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui me disent « Ouais, je pense que j'ai des varices.
parce qu'on voit mes veines, on voit l'arborescence de mes veines. Mais en fait, très souvent, c'est des veines qui sont physiologiques, qui sont juste coincées entre l'aponévrose et le tissu cutané. Et vu qu'il n'y a pas de tissu adipeux ou très peu, eh ben, on voit la veine. Et c'est juste ça. C'est pas forcément une varice. C'est pas parce qu'on voit les veines de nos confrères, collègues cyclistes qui ont des taux de masse grasse à 6%, 5% en plein Tour de France. En effet, on voit leurs veines, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément des varices. Donc ça, il faut bien faire attention. Et au niveau du membre sup, c'est souvent ça. On peut avoir des veines très dilatées parce que beaucoup de muscles, parce que voilà, mais ça pose pas de problème. Donc c'est pour ça qu'on s'y intéresse moins. Par contre, pour revenir à la question de l'effet systémique, clairement oui, l'hyperémie, donc l'hyperdébit lié à l'activité sportive, il est principal dans la zone qui travaille, c'est-à-dire que si vous êtes coureur, ben, c'est principalement dans les jambes qu'on va envoyer le sang, ce qui est assez logique. Hein, c'est les muscles des mollets qui vont demander le plus de sang et des cuisses, donc on leur envoie de l'oxygène, etc. Mais il y a aussi une augmentation globale du débit cardiaque, et même si on peut plus ou moins ouvrir les vannes dans les territoires, clairement, le membre supérieur va être aussi en hyperémie. C'est d'ailleurs comme ça qu'on arrive à avoir des choses intéressantes sur de la réadaptation croisée, ce qu'on appelle. On va faire travailler les jambes pour qu'il y ait aussi des adaptations vasculaires au membre supérieur ou inversement. Donc ça, évidemment, ça existe, mais ça pose pas de problème, sauf dans le versant, on va dire, thrombose pour le membre supérieur. Ok, bah merci du topo. Vite fait, petite question. On voit beaucoup de plus en plus. Attends, je cache la question. Ça, c'est la mienne. Une question de ma part. On voit de plus en plus donc la pressothérapie. Enfin, c'est pas une question de ma part, c'est une question de la part de ma femme. Est-ce que justement le traitement kiné par pressothérapie a une vraie efficacité sur la récupération? Alors, je pense faut isoler deux choses. C'est un peu comme pour la compression, ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment le versant médical et puis il y a le versant dédié au sport. La pressothérapie, ça a été inventé, entre guillemets, ça a été mis en place plus pour le versant médical, notamment pour ce qu'on appelle le lymphœdème. Donc là, c'est des patients qui ont une vraie pathologie avec un problème de drainage des tissus. Et donc, on a un œdème chronique qui s'installe au niveau des membres inférieurs. Ça peut être aussi au niveau des membres supérieurs, pour le coup, quand on a un curage axillaire, quand on a abîmé un peu les ganglions, par exemple, après un cancer du sein, etc. Mais quand on a un problème au niveau lymphatique, eh ben, on a les tissus qui vont comme ça se gorger d'eau. D'eau, c'est un peu, voilà, en gros. Et l'idée des bottes de pressothérapie, c'est ça, c'est d'aller exercer, en fait, de la distalité vers le versant plus proximal, un effet comme ça qui vient comprimer et essayer de faire remonter et drainer le sang veineux d'une part, et aussi aller lutter contre cette filtration capillaire pour drainer les tissus. Donc ça, c'était le versant, l'invention entre guillemets médicale qui fonctionne, qui fait partie du traitement du lymphœdème avec les massages des kinés, avec la compression, ce qu'on appelle la compression multitype, parce que faire juste de la pression et puis après laisser le membre à l'air libre, entre guillemets, chez quelqu'un qui a un lymphœdème, eh ben, ça va surgonfler indéniablement. Alors qu'après, il faut vraiment toute une partie compression qui va avec. Chez le sportif, on s'est dit, et ils se sont dit, pourquoi pas? Il y a beaucoup de méthodes de récup, qu'elles soient faites en lien avec le froid, avec les chaussettes de compression, avec la récupération active, avec la pressothérapie, où l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai amené beaucoup de sang dans mes membres inférieurs, si on parle des jambes. J'ai amené aussi donc forcément des déchets du métabolisme, etc. Et j'aimerais bien pouvoir drainer tout ça. Donc oui, la pressothérapie, quand elle est mise au bon moment, peut être un élément qui peut être intéressant pour aller aider sur ce drainage-là. Alors après, il faut essayer de bien jouer sur le timing. C'est-à-dire que faire de la pressothérapie à 72 heures d'un trail, est-ce que ça a encore un intérêt? Pas forcément, parce que là, les équilibres, l'homéostasie, le retour, ça sera sans doute fait. Par contre, je suis rugbyman, j'ai eu une activité qui était en plus assez traumatisante, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement un petit peu de la casse, entre guillemets, au niveau membre inférieur, et puis je vais prendre un avion ou je sais pas quoi, et j'ai la chance de pouvoir à ce moment-là bénéficier de dispositifs qui vont m'aider à améliorer le drainage. Là, je pense qu'il y a un vrai intérêt sur un timing comme ça réfléchi dans le cadre de la récupération. Et c'est souvent ce que disent les spécialistes en récupération, c'est ça, il y a plein de méthodes qui marchent. Alors, il faut pas s'attendre à des miracles, mais on peut faire de l'électrostimulation, on peut aller faire pomper le mollet de manière externe, on peut l'écraser comme ça avec la pressothérapie. Il y a plein de choses. Après, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien, ou en tout cas chez mon sportif, et à quel moment je le mets en place par rapport à la fin de l'activité, et qu'est-ce qu'il veut faire derrière, et ces choses-là. Mais sur le principe, oui, c'est forcément intéressant. Ok, top. Une autre question de Julien. Alors, y a-t-il des études
qui ont étudié et essayé de mesurer les modifications de la paroi veineuse, rigidité, compliance, élasticité, rémanence. Eh ben, écoute, oui, très peu, très peu, Julien, parce qu'en fait, la veine, c'est clairement le parent pauvre du système cardiovasculaire. Si vous voulez en avoir la démonstration, il suffit d'aller sur PubMed, hein, vous voulez aller faire une recherche scientifique, vous tapez, en anglais bien entendu, mais vous tapez cœur, activité physique et maladie, on l'a fait, donc je vous le dis, on a à peu près 35 000 références. C'est-à-dire qu'il y a 35 000 études qui se sont intéressées à ça. Vous faites pareil avec artère, activité physique et maladie, vous avez à peu près 20 000 références. Vous faites la même chose avec veine, activité physique, maladie, vous êtes à moins de 2000 références. Donc on voit qu'il y a une vraie disparité entre les deux, ce qui se comprend. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui va faire mourir un athlète pendant l'effort? C'est pas ses varices, c'est clairement son cœur. Donc on s'intéresse plus au cœur, c'est logique, il y a beaucoup plus un terrain beaucoup plus intéressant pour les pharmaciens, la pharmacie, etc. Donc, ok. Mais, donc, on connaît moins de choses au niveau de la veine. Par contre, il y a quand même quelques études et nous, on est en train d'en mener deux en même temps, là où on s'intéresse avec un dispositif qui est un peu ancien, mais qui est hyper intéressant, qui s'appelle la plétismographie. Le concept est simple, je vous en parle vite fait, c'est qu'en fait, on regarde le comportement de la veine. Donc, on regarde comment une veine se remplit et comment une veine se vidange au niveau des membres inférieurs. Donc, avec soit une poche d'air, soit un genre de une petite jauge de mercure qu'on met autour du mollet. Et grâce à ça, donc c'est non invasif, c'est assez facile à mettre en place. Souvent, c'est très long parce qu'il faut attendre des plateaux, etc. Donc, ça peut être un peu compliqué. Donc, on n'utilise pas du tout en pratique clinique, mais vraiment dans la recherche. Et ça nous permet d'avoir une idée de comment une veine, entre guillemets, saine va réagir quand on se met en position debout, comment elle se dilate, jusqu'à quelle distance, entre guillemets, et avec quelle rapidité elle se dilate. Comment réagit une varice? Donc une varice, je vous ai dit, elle n'a pas de valvule, donc forcément, elle se remplit beaucoup plus vite. Et puis le fait qu'il y ait une hyperpression chronique, elle va aller au-delà. C'est pour ça qu'on voit la veine, c'est pour ça qu'elle est dilatée. Et là, on est justement, nous, en train de mettre deux protocoles en place sur qu'est-ce qui se passe chez nos sportifs. Ces grosses veines de sportifs, est-ce qu'elles ont plutôt un comportement de se dire, je vais très vite et en gros, je m'arrête jamais comme une varice, ou est-ce qu'au contraire, elles sont certes dilatées parce que sursollicitées, mais malgré tout, entre guillemets, musclées. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont quand même avoir un comportement de veine, entre guillemets, saine. Et les premiers résultats qu'on a eus, alors c'est sur des tout petits effectifs, donc je ne peux pas vous donner on n'est pas sur de la recommandation de grade 1, etc., mais sur la petite lucarne qu'on a ouverte, vraisemblablement, les veines des sportifs qu'on considérait comme étant des varices, c'est-à-dire quand on avait fait notre Doppler classique et qu'on avait vu qu'il y avait un reflux, vraisemblablement, elles semblent se comporter comme des veines saines. Donc c'est vraiment pour ça qu'on se repose la question et qu'on pose la question à nos confrères, c'est attention, est-ce que toute grosse veine un peu refluente chez un sportif, on la traite? Et la traiter, ça veut dire être agressif, parce que traiter une varice, ça veut dire la fermer, soit en l'enlevant, donc à l'ancienne, chirurgie et on enlève la veine, soit en la fermant avec de la mousse ou en la brûlant. C'est-à-dire qu'une varice, on ne sait pas la traiter autrement qu'en la détruisant. Donc, ça veut dire qu'on va potentiellement, chez un sportif, détruire une veine qui finalement, quand on regarde son comportement, donc c'est vraiment ça, élasticité, rigidité, etc., et ben ce comportement, il semble plus se rapprocher d'un comportement de veine saine que d'un comportement de veine pathologique. Donc, on met en garde. Alors, encore une fois, c'est pas 200 000 sportifs et on n'a pas de poids pour dire arrêter le massacre, on n'en sait rien. Peut-être qu'il y a certains sportifs qui doivent être des insuffisants veineux et qui souffrent de leurs veines et chez qui il faut aller traiter les varices. Mais il y a aussi sans doute des gens qui ont des veines dilatées, qui ont des veines grosses, mais pas forcément pathologiques, et chez qui il faut peut-être se dire on attend, on temporise et on verra bien. Et la question qui va derrière, je ne sais pas si Julien va la poser parce qu'il est très en forme, mais qui peut aller derrière en tout cas, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de la carrière, au moment de l'arrêt de la carrière sportive. C'est-à-dire qu'un sportif qui fait 15 heures par semaine de vélo, eh ben ok, sa veine, elle est dilatée mais musclée, on va dire, si on veut un petit peu schématiser. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce même sportif, il arrête tout? Et donc cette fois-ci, il a plus ses 15 heures de pédalage et son mollet qui pompe, etc. Et ben qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette veine-là, elle va redevenir d'une taille de veine saine et qu'elle va se réadapter comme une veine physiologique, ou est-ce qu'à un moment donné, elle va continuer de se dilater et c'est là que la varice va apparaître et c'est là qu'il faudra peut-être traiter. Là, on n'a pas la réponse du tout pour le coup. Écoute, merci pour cette belle précision.
Tu voulais me poser une question à un moment sur… Mais c'était par rapport à cette semelle plantaire, à cette voûte plantaire. C'est vrai que nous, comme je disais dans mon petit topo, on a tendance à avoir un œil extérieur et à voir si, en tout cas, à imaginer un trouble de la statique. Parfois, on voit clairement un pied qui s'écrase complètement ou une voûte, une arche plantaire qui touche jamais le sol, etc. On se dit, bon, là, il y a un intérêt à adresser à nos confrères parce que ce pied bizarre là, alors on le voit souvent qu'en statique, mais on se dit qu'en dynamique, il est peut-être moins efficace qu'un autre pied pour initier le retour veineux et pour drainer cette partie qui serait sous le pied. Ça, je pense qu'on fonctionne à peu près tous pareil en médecine vasculaire. Mais par contre, ce qui moi m'intéresse et ce que nous, pour le coup, on ne sait pas comment conseiller, et ce que je me demande si tes confrères le font, c'est est-ce qu'il y a des conseils à donner comme le prof d'activité physique adaptée va dire, ben voilà, dans votre quotidien, vous faites des montées sur la pointe des pieds, ça va entraîner votre mollet, vous faites je sais pas quoi. Est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait dire sur l'entraînement un peu intrinsèque du pied pour dire cette musculature du pied, elle peut servir à améliorer le drainage et si oui, ben, qu'est-ce qu'on peut conseiller ou est-ce que vous donnez des conseils par rapport à ça? Alors oui, tout à fait, hein. En podologie, on est de plus en plus nombreux à proposer des exercices donc, de renforcement, de mobilisation du pied. Le pied contient 9 loges avec énormément un réseau capillaire, un réseau veineux assez important. Le faire travailler, ça sera que bénéfique. Donc, il y a plusieurs exercices, hein. On en parle régulièrement sur les réseaux, on fait des infographies, des collègues font des infographies. Nous, en formation, on en parle. Ça fait partie maintenant, je pense, donc d'une nouvelle clé à molette, du nouvel arsenal du podologue pour traiter et prendre en charge le sportif comme le patient normal. Tout le monde, on va dire, on sous-utilise notre musculature du pied, clairement. Et pour en revenir, donc tu parlais d'un pied qui était plat. En dynamique, des fois, alors en statique et dynamique, c'est deux choses différentes, hein. Il peut redevenir tout à fait normal en dynamique et dans ce cas, il n'y a pas du tout besoin de semelles. Et de plus en plus maintenant de podos ne font plus de semelles avec des énormes voûtes plantaires pour corriger un pied plat, parce que le pied plat est la plupart du temps physiologique. S'il est pathologique, on aura vraiment des problèmes de pied plat, ce qu'on appelle organique, avec les malléoles qui vont toucher le sol. Alors là, on est sur un autre délire. Mais oui, je pense que tout à fait, le fait de travailler, de mobiliser le pied ne peut être qu'un plus pour nos patients. Ok, eh bien faites-nous des petites fiches. Ouais, bah, aucun problème. Franchement, aucun problème. D'ailleurs, j'en profite, hein, on est en train de monter, donc on est en train de monter une formation, donc Forfait Solutions monte une formation justement sur l'exercice donc de rééducation du pied, mais ce sera aussi compris dedans sur l'exercice de renforcement propre du pied. Super. Toc. Si les varices, alors petite question, je pense que ça peut être pas mal. Si les varices significatives sont déjà présentes, est-il déconseillé de courir? Alors clairement non. Alors après, je pense qu'il faut séparer deux choses. Est-ce qu'il est déconseillé de faire de l'ultra trail, c'est-à-dire s'entraîner 60 heures par semaine et faire des courses de 42 heures? Peut-être que oui. Là, faudrait peut-être réfléchir, ou alors vraiment pour le coup équipé avec des chaussettes, ou alors avec un traitement en amont, c'est-à-dire aller faire traiter les varices, fermer les veines incontinentes et puis faire de l'activité à côté. Mais ça reste assez marginal quand même si toi t'en vois beaucoup sur l'UTMB, mais ça reste quand même une petite partie de la population sportive. Par contre, clairement, tous les gens qui veulent faire entre 10 minutes et allez, on va dire 6 heures de course à pied par semaine, ça laisse déjà quand même pas mal de possibilités. Là, on va conseiller clairement la course à pied parce que c'est un sport où on est en dynamique, donc où il y a justement ces appuis successifs, etc., où on va faire travailler le mollet, on va faire travailler la cheville, ou sur le plan ventilatoire, parce que ça, c'est aussi un des moteurs du retour veineux, ça va être très intéressant, contrairement à, par exemple, l'haltérophilie, où on est en train de soulever des charges, où on bloque tout, on verrouille le thorax, on verrouille l'abdomen, on met une hyperpression là-dedans, et donc là, les gens ne peuvent plus faire remonter le sang, et ça, c'est pas conseillé. Par contre, quand on est en activité dynamique type course à pied, on fait des bonnes ventilations, on vient bien respirer, donc non, au contraire, sur tout ce qui va être, encore une fois, de la pratique débutante jusqu'à au moins 6, 7, 8 heures, je pense qu'on ne dit pas de bêtises si on encourage à le faire. Au-delà de 8 heures, je mettrais peut-être quelques
précautions à prendre, un encadrement avec de la compression, avec éventuellement un traitement des varices en amont, mais sinon, feu. Alors après, si quelqu'un dit quel est le sport qui serait le plus conseillé, on pourrait peut-être partir sur des sports portés, sur des sports aquatiques, parce que là, on a en plus le côté drainant de l'eau, on a en plus, on a moins ce côté un petit peu peut-être à-coup que pourrait avoir la course, mais il n'y a aucune étude qui démontre que le fait de courir, notamment, allez, on va dire 4-5 heures par semaine, ce qui serait 2 ou 3 entraînements, et ça représente pour le coup le gros de nos coureurs, 2-3 entraînements par semaine n'abîment pas les veines et ne vont pas aggraver des varices ou je ne sais quoi, au contraire. Par contre, éventuellement, ne pas hésiter à porter les chaussettes de compression, notamment en récup, parce que là, on va amener beaucoup de sang. Si vos veines sont déjà un petit peu paresseuses parce qu'elles sont un peu variqueuses, là, ça peut être vraiment intéressant de tous les conseils qu'on donne, prendre la douche, mettre du froid, surélever les jambes, mettre de la compression, toutes ces choses-là pour éviter la maladie veineuse, mais en fait, la maladie veineuse qu'on connaît, on va dire, les bonnes consignes restent. Et puis, la course, là, il n'y a pas de souci. Parfait. Alors, moi, je vais finir avec une dernière question. Piège, non? Le plancher chauffant, c'est bien ou pas pour les veines? On l'entend tout le temps, c'est là. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Non, c'est pas bon. C'est pas bon pour les veines. Tout ce qui va être exposition à la chaleur de manière chronique et régulière est plutôt déconseillé parce que pourquoi? C'est tout simple. Le chaud va créer ce qu'on appelle une vasodilatation. Je vous disais tout à l'heure que le froid était intéressant. Pourquoi? Parce que le froid sur un vaisseau, ça fait se resserrer le vaisseau. C'est ce qu'on appelle une vasoconstriction. Ça marche sur l'artère, ça marche sur la veine. Donc clairement, quand notre maladie, c'est une maladie de dilatation, si en plus on rajoute du chaud et qu'on continue de dilater, c'est pas top. Donc dans l'absolu, on va dire non. Après, il y a plancher chauffant, ou parquet à 24 ou à 21, et il y a ce qu'on en fait, il y a la manière on peut, il suffit de peut-être porter, pas forcément marcher à pieds nus, pas forcément rester en statique tout le temps au même endroit, etc. Mais c'est pareil, ça va être un petit plus qui va favoriser peut-être une maladie veineuse, mais ça va pas déclencher des varices. Il faut démystifier un peu le truc quand même. Et puis par contre, dire aux gens, montez pas à 26 votre parquet, votre plancher chauffant, ne vous posez pas assis par terre, les jambes étendues, etc. Oui, il va falloir plutôt aller chercher du froid, plutôt surélever les jambes, plutôt s'éloigner de ces choses-là, comme éviter les saunas, les choses comme ça, comme éviter l'exposition en plein été, en plein soleil. Mais après, on peut pas s'arrêter de vivre non plus. Ça reste, il faut faire un peu la part des choses entre le bien-être au quotidien et la température dans la maison. Et voilà, c'est pas une catastrophe. Il faut éviter de surchauffer, ça c'est sûr. Et tout ce qui va apporter plutôt du froid à nos membres inférieurs sera conseillé pour la maladie veineuse, ça c'est sûr. Ok, écoute, tip top. Ça a répondu du coup comme ça au passage à la question de Michael Barbet sur le bain de pied écossais. Si ça existe encore, pour quelle efficacité? Tu viens de nous le dire comme quoi c'est assez efficace. Et puis voilà, tout le monde, on est plus au point maintenant sur les veines. Merci Sam pour ton intervention, c'est super. De rien, avec plaisir. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez continuer, vous pourrez voir le live, cette vidéo donc en replay sur Facebook, mais aussi sur notre page YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et puis bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Tu restes avec nous, Sam?